C'est une histoire d'impôts locaux qui froisse à un mois du premier tour des élections régionales et le gouvernement essaie de rapidement éteindre la colère des retraités aux revenus modestes qui se retrouvaient avec une hausse de la fiscalité locale. Pas de paiement en 2015 et 2016. On maintient l'exonération alors qu'en fait la suppression était décidée depuis 2008, mais on allait doucement vers cette suppression. Michel Sapin, le ministre des Finances, était attendu sur le sujet. Il est en Chine avec le président de la République et il fournissait quelques explications. Aujourd'hui, nous allons proposer des amendements. Le gouvernement proposera, en accord avec sa majorité, des amendements qui permettront de réparer les erreurs du passé. Et oui, parfois 7 ans après, il faut encore réparer les erreurs de Nicolas Sarkozy. Ah ouais, ça c'est à mettre sur le passif, ou plutôt sur le bilan des années Sarkozy. Bonsoir Anna Cabana, Laurent Neumann et Thierry Arnaud. Je le disais, ça avait été voté en 2008, cette histoire, mais franchement, depuis 2008, le gouvernement, il ne voyait pas venir le missile électoral là sur cette histoire. C'est bien tenté d'essayer de tout mettre sur le dos de Nicolas Sarkozy, mais enfin, on ne va pas complètement tomber dans ce panneau-là parce que effectivement, cette suppression de la demi-part, ça remonte à 2008. C'était une des premières mesures prises par François Fillon et Nicolas Sarkozy pour essayer de réduire un petit peu les déficits. Ça représentait près d'1,5 milliard d'euros tout de même. Et puis, cette mesure, on n'en a pas vu toute la portée, manifestement, à Bercy, au gouvernement, parce qu'on a pensé, pour ce qui s'agissait de cette année 2015, les revenus de 2014 en l'occurrence, à corriger ce qu'il fallait pour l'impôt sur le revenu. Là, en l'occurrence, vous savez qu'on a changé un petit peu le seuil, on a supprimé la première tranche de l'impôt sur le revenu, et on s'est dit, le problème est réglé. On avait juste oublié de penser aux impôts locaux. Mais quand Thierry dit qu'on n'a pas vu toute la portée à Bercy, c'est quand même un euphémisme parce qu'en fait, à Bercy et au gouvernement. Oui. Mais en fait, ils ne s'en sont pas rendus compte. C'est-à-dire que personne ne leur a signalé, c'est ça qu'ils vous racontent, que personne ne leur a signalé, et bien que les impôts locaux n'avaient pas été l'objet d'un réajustement. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, quand même, ils ont réussi un truc inouï, c'est que quelque chose qui a été porté, si vous voulez, qui aurait pu être porté au débit de Nicolas Sarkozy, est porté à leur débit à eux. Et ça c'est quand même, c'est une forme, disons, au moins de maladresse, sinon d'amateurisme. Oui, d'amateurisme politique. En tout cas, là, ils se mordent les doigts, si vous voulez, parce que concrètement, bien sûr, là maintenant, on a quand même un ministre qui dit aux Français, vous ne payez pas. Donc, surtout, ne payez pas quand vous recevez le... C'est Christian Eckert qui dit, ce qui est rare d'entendre un ministre dire, surtout ne payez pas vos impôts. Oui, du budget qui dit, ne payez pas vos impôts. Imaginez, c'est inédit en France. Ça pourrait être un bon slogan électoral d'ailleurs. Je pense que s'il arrive à répéter un peu le message, ça peut marcher. Les parlementaires ont alerté le Premier ministre. Au fond, c'est ça qui s'est joué. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'ils ne s'en sont pas aperçus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est remonté par le truchement des parlementaires qui ont dit à Manuel Valls, attention, les régionales, vous allez perdre sur les parlementaires, ce sont les élus locaux. C'est localement. Mieux encore, je peux vous dire, Alain, que je parle aujourd'hui à un parlementaire qui a croisé jeudi soir à Michel Sapin, et il demande à Michel Sapin jeudi soir, mais cette affaire, ça concerne combien de personnes et ça va coûter combien? Réponse de Michel Sapin jeudi soir, je ne sais pas. Non mais je voudrais juste qu'on mette la politique une seconde entre parenthèses. Mettez-vous une seconde à la place de celles et ceux qui sont concernés. Est-ce qu'ils doivent payer? Est-ce qu'ils ne doivent pas payer? Est-ce qu'il faut les rembourser? Et comment ils vont faire pour être remboursés? Qui est concerné? Qui ne l'est pas? Quelqu'un qui est veuf ou veuve et qui bénéficiait de cette niche fiscale, de cet avantage fiscal, voit cette taxe d'habitation, je suis concerné, je ne suis pas concerné. Là, il y a un problème extrêmement grave. Puis il y a un deuxième problème, alors là, on retourne vers la politique. Très bien, ok, on ne paye pas, on ne rembourse pas, mais où on trouve l'argent? Parce que visiblement, cette mesure-là, c'est quand même entre 8 et 900 millions d'euros au bas mot. Oui, mais où on les trouve? Pour les collectivités locales. Vous avez observé que l'État, en l'occurrence, c'est-à-dire Michel Sapin, Christian Eckert, Manuel Valls, ils ne sont absolument pas concernés, en tout cas pas directement. Parce que ce n'est pas de l'argent qui devait rentrer dans les caisses de l'État. Certes, mais quand même. Et comme le disait Anna, quand même, c'est une mesure assez terrible fiscalement pour les personnes âgées, les retraités, qui a été prise sous la droite il y a 7 ans, et c'est aujourd'hui la gauche qui va en subir politiquement les conséquences, et on va expliquer que la gauche en plus choisit de ne pas faire rembourser, enfin plutôt de rembourser cette taxe d'habitation, parce qu'il y a des élections bientôt. C'est vraiment la double peine, c'est terrible. Est-ce que ce n'est pas aussi l'illustration quand même aujourd'hui d'une fiscalité qui globalement est de plus en plus compliquée
complexe et qui fait que ce soit nationalement ou localement, finalement, on a du mal à voir où on en est aujourd'hui entre les niches nationales, les niches fiscales locales. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre vraiment tout à plat pour le coup? La France détient un record, c'est la fiscalité la plus compliquée au monde. Et elle détient un deuxième record. Il y a 476 niches fiscales et pour s'y retrouver, je vous assure que c'est extrêmement compliqué. Et je vais vous dire un secret, même les fonctionnaires de Bercy, je pense qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'y repérer parce que cette mesure, ils avaient pensé à la supprimer ou en tout cas à en supprimer les effets l'année dernière. Même cette année, ils ont oublié. Et c'est la question que l'on vous posait parce qu'on vient de vous expliquer comment on a essayé de désamorcer cette bombinette électorale. Et la question que l'on vous posait ce soir, est-ce qu'on a un cadeau là, avec cette exonération qui continue? Vous n'êtes pas dupe, vous me dites oui. Encore une fois, c'est pas un sondage, c'est une humeur pour celles et ceux qui suivent les 20 heures politiques. Il ne faut pas se tromper. Je pense que la question est un tout petit peu ambiguë au sens où, même s'il n'y avait pas eu des élections régionales au début du mois de décembre, le cadeau, il aurait été fait quand même. Vous avez bien vu qu'il y a une politique qui est dans la perspective, disons-le clairement, de 2017, de baisse des impôts des catégories les plus modestes. Et on ne peut pas à la fois dire qu'on baisse les impôts des catégories les plus modestes, que les mesures vont profiter à plusieurs millions de ménages plutôt démunis, d'un côté, et de l'autre, les petits revenus des retraités, les assommer avec des taxes foncières et des taxes d'habitation. Donc, indépendamment des élections régionales, les mesures auraient été prises pour que cette augmentation n'intervienne pas. C'est très important ce que dit Thierry, parce que si l'année d'avant on y a pensé, c'est qu'on sortait du fameux ras-le-bol fiscal et qu'il ne fallait surtout plus de grogne d'aucune sorte que ce soit. Donc on avait pensé à le faire. Là on a oublié. Donc effectivement, élection ou pas, de toute façon, on en aurait atténué les effets quand même. Alors, une retraitée, puisqu'on parlait des retraités aux revenus modestes, une retraitée presque pas comme les autres. Lucette Brochet, cette habitante de Vendeuvre-les-Nancy qui a reçu la visite du président de la République jeudi dernier. Oui, mais voilà, dans cette visite, avec cet échange, vous savez, entre le président et une Française, alors comment c'est votre logement, comment allez-vous, etc. Machin. Il ne faut pas que Salia Braclia vienne se mettre au milieu. Salia Braclia, vous savez, c'est le grain de sable dans la machine, le grain de sable de BFM TV qui arrive avec son micro, qui retourne voir Lucette et qui lui dit « Alors, dites-moi, madame, c'était comment la visite du président ?» Et Lucette, tout naturellement, elle raconte. Il y a des gens de l'Élysée qui sont venus pour me poser des questions pour savoir si j'étais bien dans l'appartement. Ah oui, d'accord, pour préparer le terrain, pour préparer la visite, quoi. Oui, pour savoir ce que je devais dire et tout, et ne pas dire. J'avais une idée de dire qu'ils s'occupaient beaucoup d'immigrés, mais pas des clochards qui crèvent, pour ainsi dire, qui crèvent dans la rue. Mais ça, il ne fallait pas que je le dise. Il ne fallait pas qu'elle parle des migrants et des SDF. On est venu faire le ménage chez elle, on est venu mettre les tasses à café aussi, on est venu les installer, on est venu mettre le bouquet de fleurs, tout a été calibré. Alors, soyons clairs, que le maire de Vendeuvre se mette d'accord avec le préfet, avec l'Élysée pour organiser la visite du président de la République, au moins pour la sécuriser le parcours. Qu'est-ce que veut faire Monsieur le Président? Ça, on peut comprendre, ça c'est toujours fait et ça se fera toujours. Maintenant qu'on en vient même à choisir les tasses à café, le bouquet de fleurs, faire le ménage, dire voilà madame, il faudra dire ça et pas ça, il faudra poser telle question et pas cette question. Et ça aussi, Alain, ça c'est toujours fait. C'est embêtant. Non mais attendez. Oui mais je crois qu'on est dans le changement, ma chère, le changement. Alain, on peut s'offusquer et puis de toute façon, je veux dire, ça nous fait tous réagir. Il y a aujourd'hui, à l'ère de Twitter et du toute information, des ajustements sans doute à faire, mais il faut quand même dire une chose, c'est que c'est comme ça que ça s'est toujours fait, ça se faisait comme ça. Ouais, Nicolas Sarkozy, ça se faisait comme ça. Quand on a parlé de Valéry Giscard d'Estaing qui faisait des dîners chez l'habitant, donc il y a 40 ans, lui aussi il faisait comme ça. Nicolas Sarkozy faisait comme ça. Ses déplacements étaient millimétrés, tout avait été fait, refait, préparé minutieusement. Et quand c'était pas le cas, il y avait des problèmes. Donc là, on peut dire qu'on aimerait que le président de la République s'invite chez Madame Lucette Brochet sans la prévenir. Alors après, peut-être qu'ils en ont trop fait. Cette histoire du bouquet de fleurs était. Et de la question à ne pas poser sur les SDF, sur les migrants. Mais là encore, je veux dire vous savez comment ils vont vous expliquer? Ils vont vous dire qu'il y avait peu de temps, que Madame Brochet avait peu de temps pour discuter avec le président de la République. Qu'on ne vienne pas nous vendre ça ensuite comme une visite de rencontre spontanée. Et ben là, vous touchez du doigt le problème pour François Hollande. François Hollande essaie de montrer qu'il est un président qui est différent des autres, et là, il fait comme tout le monde. Voilà, c'est ça qui est dommage. C'est pas autre chose. Disons que ce genre d'opération de communication, il y a 40 ans, avec Valéry Giscard d'Estaing, c'était extrêmement moderne. 40 ans plus tard, ça fait un
peu dépassé. Alors qu'est-ce qu'il veut faire, François Hollande? Il veut démontrer que malgré une cote de popularité au plus bas, il peut aller à la rencontre des Français, il est toujours proche des gens, il montre de la proximité. Un jour il est en Chine, mais la veille il va voir Lucette Brochet. Voilà, donc il veut montrer les deux images. En réalité, ce qu'on a appris sur les coulisses, l'Élysée se disait qu'on n'allait pas la prendre. Alors, évidemment, ça fout tout par terre, ça met toute cette opération à l'eau. Qu'est-ce qu'il en reste? Il reste que Lucette, elle doit être ravie, je suis sûr, d'avoir vu le président de la République. En termes d'image et de politique, pardonnez-moi, le résultat c'est zéro. Même elle est tombée sous le charme du président à la fin du sujet de celle-là. Mais ça c'est parce qu'elle ne connaissait pas sa taxe d'habitation encore. Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on considère, nous à BFM TV, que c'est notre boulot de montrer ça, de montrer ces ficelles de communication, de les exposer et de les placer aussi dans leur contexte. Le contexte est celui que décrivait Anna tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'a pas commencé avec François Hollande, ça existait bien avant lui, mais la réalité c'est quand même que d'une certaine manière, alors que cette opération et cette rencontre spécifiquement, elle a été un petit peu claironnée, il y a eu plusieurs tweets du conseiller en communication de François Hollande, il y a quelque part un peu de tromperie pour la marchandise. Par ailleurs, il faut aussi, et Anna l'a fait tout à l'heure, mais souligner qu'il y a aussi beaucoup là-dedans, et vous l'avez dit Alain, peut-être un peu d'excès de zèle de ceux qui préparent cette visite, parce que le maire, le préfet, ils n'ont pas envie de se faire engueuler après parce qu'il y a eu un incident à la visite, donc ils ont tendance, et je pense que ce n'est pas nécessairement François Hollande d'ailleurs qui a insisté lui-même pour qu'on parle de tel ou tel sujet, mais c'est fondamentalement une erreur que de l'avoir fait en tout cas, parce que les immigrés, François Hollande, faut qu'il en parle. Et je pense que, a priori, si on lui pose une question sur ce sujet-là et qu'il n'est pas capable de répondre, il y a quand même un petit souci. Donc voilà, je pense qu'il faut replacer tout ça dans ce contexte-là et comprendre que c'était à la fois important de démontrer et de montrer ces ficelles de communication et puis aussi de rappeler qu'il y avait un contexte un peu particulier. D'autant qu'en plus, on donne à Lucette, voilà les questions que vous pouvez poser, voici celle que va vous poser le président de la République. Je vous conseille d'aller sur... L'erreur fondamentale, elle est là. Bien sûr. Voilà, on n'a plus de spontanéité, quoi. C'est orchestré, c'est mis en scène. Et alors, comme je dis, je peux vous dire qu'en Chine, alors là, c'est balisé, c'est préparé. C'est pas Salia Braclia qui va rencontrer les enfants chinois et puis les soldats qui accueillent le président de la République pour leur dire alors c'était comment, vous avez pu aborder le président de la République, poser des questions. Non, là-bas, c'est au cordeau. Mais la Chine, c'est l'enjeu pour le président de la République parce que la COP21 arrive, le climat, le pays premier émetteur de gaz à effet de serre, 25% des émissions mondiales, c'est la Chine. Je vais juste vous raconter une petite anecdote rapide. J'étais dans ce même palais présidentiel chinois. Là, on voit les images, je ne sais pas si on va pouvoir les revoir, du président qui arrive et qui passe devant les soldats. Et donc, on attendait à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était en visite officielle. Et on était là. Je crois que tu étais là aussi, oui, Anna, également. Ouais. Et j'attends et je me dis quand même, ces types sont assez grands, ils font tous la même taille, là, tous les soldats de tous les corps d'armée chinois, etc. Et je descends pour les voir, les types, sincèrement, je leur arrivais ici. Ils font tous 2,10 m. Ah oui. Ils sont tous là, alignés, sans bouger. Et je peux vous dire que quand on est dans la scène là, regardez, ils sont choisis exactement à la même taille, ils sont choisis à la toise, avec les filles sont aussi grandes que les garçons, et c'est quand même assez impressionnant à voir. Donc, une cérémonie protocolaire très impressionnante, et vous en retrouverez quelques détails dans le Politico-Zap de Tatiana Renard-Barzac, mais c'est le fond. François Hollande, il vient dire aux Chinois, il va falloir signer quand vous viendrez à la COP21. C'est vous qui êtes le premier pays d'émissions de gaz à effet de serre, 25%, c'est votre pomme du côté de Pékin. Alors, il faut faire des efforts. Et les Chinois ont pris un premier engagement et François Hollande, ça ne lui déplaît pas. Dans une négociation de cette importance, sur un enjeu aussi lourd, avec près de 200 pays présents, l'échec est toujours possible. D'ailleurs, il a eu lieu l'échec à Copenhague en 2009. Mais le succès est aussi possible. Et il dépend de nous. Aujourd'hui, avec la déclaration que nous venons de publier, nous avons posé des conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès. La Chine prête à signer un accord juridiquement contraignant à la conférence de Paris. S'il y arrive, François Hollande... Et surtout à le revoir tous les 5 ans, parce que c'est ça qui était très important pour François Hollande aussi. Oui, François Hollande, il a fait une sorte de tour du monde. Il est allé aux Philippines, il est allé en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, il est allé en Corée ensuite. Et il va en Corée dès demain. Mais la Chine, c'était l'étape la plus importante, parce que c'est le premier pollueur, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. 25% des émissions mondiales voilà. tout seul. Avec les États-Unis, cumulé, c'est la moitié de la pollution de la planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'était absolument fondamental. Ouais. Et cet accord-là, il est très important. Ça veut dire que la COP21 sera sans doute un succès. Il y a quand même un mais dont personne ne parle et où à l'Élysée on a
plutôt envie de mettre ça sous le tapis, c'est que la question qui est fondamentale, c'est l'argent. On a besoin de trouver 100 milliards de dollars par an pour que ce fameux plan soit acceptable pour les pays pauvres, c'est-à-dire ceux qui subissent le dérèglement climatique. Et pour le moment, en tout cas dans ce voyage, on n'a pas parlé d'argent. On ne sait toujours pas où on va trouver cet argent. Évidemment, ce sont les pays riches qui vont payer. Mais comment? Vous avez vu que la taxe sur les transactions financières a été repoussée. Elle devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. C'est pas le cas. Et à l'heure où on se parle, on est quand même à 4 semaines à peine du début de cette COP 21. Et ben cet argent, moi je ne sais pas vous, mais je ne sais toujours pas où on le trouve. Les élections régionales, parce que si François Hollande il est fixé sur la COP 21 dont il veut faire un succès, il sait que les élections régionales, en revanche, ce sera, à moins d'une surprise, d'un accident industriel, une défaite. Alors, les listes sont mises en place, sont déposées, c'est ce que faisait Marine Le Pen du côté de Lille ce matin. Le Front de gauche faisait de même, place du colonel Fabien aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, ses partisans. Et écoutez Marine Le Pen, justement, à propos de ces élections régionales. Quand on est prêt, il n'y a pas de raison d'attendre. Voilà, pourquoi repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Donc nous sommes prêts, nous sommes en situation de nous lancer dans la dernière ligne de cette très belle bataille, avec une superbe liste, avec, à la différence de nos adversaires, 0 cumulard. Hein, et donc voilà, je tenais à le faire moi-même. Ouais, elle a le sourire, Marine Le Pen, effectivement. 0 cumulard, je me permets juste de rappeler qu'elle est présidente d'un parti, ce qui n'est pas un mandat électif, on est d'accord. Elle est quand même aussi députée européen et présidente d'un groupe parlementaire au Parlement européen. Donc, dans l'hypothèse qu'elle souhaite voir se réaliser où elle emporte la région, elle sera, elle, cumulard. Et candidate pour 2017, je pense. Ouais. Oui, ça c'est pas un mandat. Mais elle parle uniquement de cumul de mandats actuellement. Jean-Christophe Cambadélis, il évoquait ces élections régionales. Côté gauche, il y a quelques minutes avec Routel Krief. C'est entre la gauche, le Parti socialiste, et la droite que ça se jouera. Ça se jouera peut-être à 3 dans 2 régions. Donc je ne vais pas faire comme si le Front National était le juge de paix des élections régionales. C'est faux de le dire. Il y a un combat à mener au premier tour, et moi j'ai tendance à penser que plus le Parti socialiste sera haut, plus la gauche sera en dynamique, plus on aura de chances de l'emporter contre la droite dans 11 régions et contre l'extrême droite dans les autres. Il ne veut pas faire du Front National le centre du débat politique, Jean-Christophe Cambadélis. Ce qui est très intéressant, c'est que les socialistes ont changé de discours sur le Front National sur les dernières semaines. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous voulez, ils agitaient l'épouvantail du Front National comme on l'avait entendu depuis si longtemps. Et là, ce qui se joue, c'est qu'ils essayent finalement de banaliser, si vous voulez, l'arrivée du tripartisme dans notre vie politique. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, il faudrait qu'on considère de façon, comme si c'était normal et qu'on y était déjà habitué, qu'il y a 3 grands partis et que au fond, eh bien, ces élections, ça va se jouer à 3 et que leur vrai adversaire à eux, ce sont les Républicains. C'est ça qui... Il y a un petit glissement, si vous voulez, dans le discours de l'exécutif et des socialistes sur ce sujet. Je trouve ça intéressant parce que quand ils essayent, si vous voulez, de banaliser ce qui nous apparaît comme quelque chose d'assez nouveau, puisqu'on n'a pas l'habitude, si vous voulez, que le Front National ait ce poids. C'est quand même un petit message envoyé et à l'Élysée et surtout à Matignon. Ok, on a beaucoup parlé du Front National, on a monté la bataille, très bien. Je crois que maintenant tous les électeurs de gauche savent que le Front National peut l'emporter dans 2 régions, peut-être plus, pourquoi pas. Maintenant, il faut qu'on parle d'autre chose. C'est un peu le message qu'a lancé Jean-Christophe Cambadélis, parce qu'il se dit que l'essentiel, c'est de mobiliser un électorat de gauche qui, pour le moment, dans les élections intermédiaires, est plutôt resté à la maison. Donc on ne peut pas, pendant les 4 semaines ou les 5 semaines qui nous séparent du premier tour, continuer à parler du Front National matin, midi et soir. C'est la position de Jean-Christophe Cambadélis. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement la position de Manuel Valls. Oui, un virage chelem, parce qu'effectivement, Manuel Valls, il va faire compact dans tout le pays avec comme argument principal qu'il faut barrer la route, il a dit, aucune région au Front National. Il faut quand même rappeler qu'on est de fait dans un système tripartite maintenant et qu'on le constatera sans doute au soir du premier tour des régionales. Il y a 12 régions sur la France continentale. Il est tout à fait imaginable que dans 4 des 12 régions, donc précisément un tiers, le Front National soit en tête au soir du premier tour. 6 et 13 décembre à vivre bien sûr sur BFM TV ce scrutin des élections régionales. Les impôts, les élections régionales et puis le coup de com' avec Lucette, c'est ce qui vous a fait réagir ce soir sur Twitter. On a sélectionné 4 réactions. L'exonération d'impôts locaux pour les retraités modestes ne coûtera rien à l'État et sera supportée par les collectivités locales. Sauf qu'il faudra que l'État trouve l'argent ailleurs pour l'apporter aux collectivités locales. On le voit mal pouvoir faire autrement. Tout le monde se moque des régionales, les Français ont d'autres priorités plus importantes.
aujourd'hui, effectivement, si c'est 13 décembre, et on verra quel est le taux de participation, bien sûr, ces élections régionales, si elles mobilisent les électeurs. Pause café chez Lucette, je ne savais pas que François Hollande avait un côté giscardien, c'est ce que nous dit l'ami Benjamin, fidèle de ce 20h Paul. Et puis bon, Lucette ne l'a pas dit, mais en fait, ce n'est pas son appartement.